Alors Yannick, qui es-tu? Présente-toi. Yannick Palomino, créateur de Vizoom. Je suis depuis 2018 sur le projet à fond. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de casquettes parce que je fais autant l'écriture de l'univers comme la direction artistique et aussi tout ce qui va avec, qui est la communication, être présent sur les conventions et tout ça. Donc on peut dire que je suis le directeur artistique, le directeur, l'auteur de Vizoom. Parfait. D'où vient l'idée de créer Visum? Ça, Eh oui. ça vient de très loin, de très 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 longtemps. On va dire que ça a commencé à l'âge de 15 ans. Voilà. À l'âge de 15 ans, j'ai fait un rêve. J'avais vraiment l'impression de vivre ce rêve. Et ce rêve, il m'a marqué parce que c'était plus fort que les autres rêves que j'avais eus jusqu'à présent. Mais c'était quoi ce rêve? Eh ben, ce rêve, c'était finalement le personnage de Vizoom, moi, dans Vizoom en fait, Ouais. et qui se battait contre l'Impiri, l'empereur, l'empire, un empire, et il voulait se battre contre cette tyrannie. Voilà. Et il y avait ce combat, dans ce rêve, il y avait ce combat, ce dernier combat, et ce combat, il le perd. Voilà. C'est un rêve finalement qui était un peu terrible parce que c'est comme si j'avais vécu une mort. Et j'ai Donc tu as vécu une perdu mort. le combat dans ton rêve. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Et là, quelque part, dans ce jeu de rôle, c'est l'occasion de prendre ta revanche, qu'il y ait des milliers de personnes qui finalement arrivent peut-être à mener ce combat. Eh ben, en fait, c'est ça l'idée, voilà. C'est que dans Visum, finalement, ça parle un peu de tout ce qui est autour de ce rêve. Le combat contre la tyrannie, le combat pour pouvoir finalement exister quelque part aussi, puisque quand il y a un grand empire, en général, souvent les autres sont écrasés. Donc du coup, il y a ce côté où ouais, j'ai envie de me battre contre les tyrannies, contre les Ok. injustices quelque part. Et ce rêve, il est né comme ça. Et j'avais 15 ans et j'ai commencé à écrire un roman dessus. Je me suis dit, tiens, Ok. pourquoi pas en faire une vraie histoire autour de ça. Et comme le personnage était mort, comme je suis mort dans mon rêve quelque part, Mhm. eh bien, finalement, c'est comme si j'écrivais la suite de cette vie que je n'ai pas vécue. Parce que si D'accord. on s'en tient à l'idée que c'est un rêve d'une ancienne vie, je suis mort, mais je ne sais pas ce qui s'est passé après, finalement. Donc, Ok. j'ai envie d'avoir une sorte de revanche, ouais, finalement, sur cette mort-là, de cette ancienne vie. Ok. Et j'ai commencé à l'âge de 15 ans d'écrire ce roman. J'ai fait un premier jeu de cartes. Et ce jeu de cartes, je le faisais jouer à l'âge de 17 ans. Est-ce que tu parles de ma justice? Non, même pas. Ok. C'était bien avant le Ok. Majestic. C'est un premier jeu de cartes très inspiré de Magic, inspiré de World of Warcraft, d'autres jeux de cartes que j'aimais bien à l'époque aussi. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'avais envie de continuer à faire ce projet-là, mais bon, mon esprit, voilà, et puis la vie, l'amour, les emmerdes, comme on dit aussi, La vie. voilà, tout ça, a fait que Visoum, ça s'est un peu oublié quelque part. Mhm. Et ce n'est qu'en 2018, quand j'ai liquidé ma boîte, que j'ai dit, j'ai un projet de carte que j'avais créé à l'âge de 17 ans. C'est intéressant, je pourrais le reprendre et j'ai repris ce projet-là avec une production. On s'est dit, on va partir avec le jeu de cartes. Ok, très bien. Et pourquoi l'avoir appelé Visum plutôt que, je sais pas, Imperum ou Ma Vie ou n'importe quel autre nom? Au départ, pour vraiment être clair sur les premiers fondements de Visum, c'était la clé de l'univers. Donc, J'aime ça. c'était beau, mais en même temps, ça faisait un peu trop romantico-romantique, on va dire. Voilà. Parce D'accord. que la clé de l'univers, dans le premier roman, c'était un peu l'amour et tout ça. Et j'ai dit, bon, on va peut-être oublier ça. Et on va revenir sur une nouvelle idée, quelque chose de frais. En 2018, quand on est reparti avec ce jeu de cartes pour relancer une autre boîte, parce que l'idée c'était liquider Palomino Studio et d'essayer de vraiment travailler sur un nouveau projet totalement neuf. Et donc du coup, le nom, ça m'allait pas. Donc Visum, c'était l'idée de trouver un nom de galaxie finalement, trouver un nom qui donne vraiment envie de se dire ah ouais ça fait galaxie, ça fait spatial, ça fait mystique, ça fait grand. Ok. Voilà. Et Visum, ça veut dire galaxie dans une langue dont je me rappelle plus. Ok. Parce que j'avais pris plein de noms j'avais mis galaxie sur le traducteur Google Ouais. et j'ai regardé plein de traductions en indien, en arabe, en plein de langues. Ok, Et donc si quelqu'un dans les commentaires pouvait mettre dans quelle langue c'est, Visum, dans voilà. quelle langue ça veut dire Galaxy, ce serait impeccable. Ça serait impeccable. Bon, après, on peut très bien le retrouver facilement, je pense, en Non, mais revenant. laissez travailler un peu. Voilà, laissons travailler les gens. Et l'idée, c'est que, voilà, ça veut dire galaxie. Et je trouve que c'était intéressant parce que c'est un space opéra, ça va se passer dans la galaxie.
de Visum. Donc voilà, le nom Visum était très approprié. Ok, bon, tu as déjà commencé à répondre à la question d'après. Quels sont les thèmes philosophiques, spirituels ou sociétaux explorés dans Visum? Ben, il y en a beaucoup. Voilà, il y en a je beaucoup pense parce que, comme j'ai dit, je suis parti de ce rêve. Et ce rêve, c'est la tyrannie, c'est l'injustice. Alors, je pense que on peut pousser loin mon inconscient, hein. Moi, je suis un catalano-espagnol, donc on va dire que on a quand même pas mal de revendications quand on connaît un peu l'histoire, hein. Donc forcément, je pense que le sentiment d'injustice et le sentiment de colère aussi face à cet écrasement social, l'ingénierie sociale qui écrase les gens et qui empêche aussi les revendications nationalistes et des choses comme ça, c'est quand même, ça fait partie de mon passé. Donc je m'en cache pas, c'est loin derrière moi maintenant, mais c'est quand même ce qui a un peu constitué mon enfance et ma jeunesse. Parce que chez moi on parlait espagnol, on parlait pas forcément français, on parlait aussi catalan. Donc ces sujets-là, ils sont aussi dans Visum. C'est-à-dire qu'il y a ce côté aussi où, pour moi, les minorités doivent aussi se faire entendre et se faire respecter. Est-ce qu'il y a du catalan dans Visum? Eh bien oui, figure-toi que oui. D'accord. Il y a du catalan parce que quand on parle le lutaris, c'est un mélange de goyak et du trélien. Et on en parlera un petit peu plus tard parce qu'il y a plusieurs races justement. Et bon, là je ne vais pas citer tous les noms des races parce qu'on va être perdu. Mais un nombre, combien il y en a à la louche? À la louche, il y en a 8 principales pour l'instant. Mais pour l'instant, voilà, les 8 sont très bien construites et non celles que j'ai citées, les goyak et les lutaris. Ils ont un mélange de langues qui ressemble au catalan. Il y a des diphtongues à la catalane comme binleu, comme alusia, venusia. Voilà, Moi je parle pas catalan, tu sais. Voilà, voilà, je te le dis. Du coup, ça va être intéressant de voir aussi que selon les langues des races, eh bien, il y a des petites choses humaines justement qui sont là. Et ça mettra un peu en avant aussi quelques petites particularités des minorités ou des civilisations que moi j'aime bien, comme les Incas, les Mayas. J'aime bien aussi ce côté un peu oriental aussi, qu'on va voir aussi chez les Utaris, puisque la planète Vénusia est très désertique. Donc voilà, donc il y a ces sujets-là sont très importants pour moi et ils y sont. Donc chacun peut s'y retrouver, chacun peut trouver un personnage qui vraiment... C'est ça. On en reparle après de ça. Oui, mais en tout cas sur le sujet-là, voilà, les minorités c'est très important, les langues c'est important aussi, se faire entendre, exister malgré les grands pouvoirs qui veulent absolument écraser tout le monde. Je suis je suis anticonformiste aussi, j'aime pas le fait que les gens m'imposent les choses. J'aime aussi faire entendre que la nature elle est là. Ça c'est un sujet très important pour moi et je pense qu'il est très ancré dans l'air du temps. C'est clair, c'est d'actualité. Tout à fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, eh bien, la nature, souvent on la relaye comme une espèce de monnaie d'échange, comme des ressources. Ouais. Et selon les races que nous avons dans Visum, certaines races sont très 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 proches de la nature, à un point que malgré les voyages spatiaux, eh ben, ils sont capables quand même de préserver leur créature, leur espace de vie aussi. Alors, ça me rappelle Avatar, ça un peu d'ailleurs. Avatar, beaucoup de gens me disent les Ivaltiens ressemblent beaucoup à Avatar. Oui, parce que on va peut-être tu feras une question sur ça, toutes mes influences. Tu verras, c'est une surprise. C'est certain que ça ressemble et je ne m'en cache pas non plus parce que pour moi, Visum c'est aussi un des sujets phares, c'est l'amour de la science-fiction. Donc moi j'adore Matrix, j'adore Terminator. Dans les jeux vidéo j'aime bien Mass Effect par exemple qui est très intéressant. Alors on va me dire ouais mais World of Warcraft en quoi ça a influencé Space Opera. Eh bien si, il y a des éléments de Space Opera dans World of Warcraft. Quoi, t'as mis des orques, t'as mis des... Il y a des créatures qui ressemblent un peu à des orques, oui. Il y a des créatures qui sont moins évoluées. Donc du coup qui sont obligées de rentrer dans l'ère du temps de la guerre qui va se passer dans Visum avec la Grande Guerre Galactique. Ça aussi ça va être un gros sujet. Et du coup il y a des races qui sont mobilisées, qui sont englobées dans la guerre alors qu'elles n'ont rien demandé des fois. Ok. Voilà, et après il y a d'autres sujets qui me paraissent intéressants comme le transhumanisme. Ou des choses ça comme c'est dans 2 questions, ça c'est pas maintenant. Voilà, mais peut-être que du coup il y a un des sujets qui est important aussi. Je t'interromps, je précise, je ne vais pas donner les questions à l'avance, voilà, c'est vraiment la découverte complète. C'est ça, et parce que j'aime bien aussi la surprise. Mais ce qui est certain, c'est que je pense qu'un des gros sujets aussi, ça va être l'argent, ça va être aussi le capitalisme, le fait, comme je disais, s'il y en a qui protègent la nature, d'autres vont la consommer. Et ce sujet-là aussi très important dans Visum. Ok.
Alors c'est bien parce que tu as déjà répondu en partie, mais on va pouvoir quand même y aller. Est-ce que l'avenir de l'humanité te fait peur? Complètement. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'écris que de la science-fiction, c'est que c'est même pas que j'ai peur, c'est que ça me terrifie. Ouais, je pense que l'humanité court à sa perte complètement. Version Terminator avec l'IA de nos jours qui Il se y a, développe, il y a tellement de problèmes en fait, il y a tellement de red flags, comme on dit aujourd'hui, Ouais. que ouais, je vois pas comment on peut aller plus loin que 50 ou 100 ans quoi. Ah ouais. C'est, alors oui, il y aura une humanité, l'humanité existera toujours, dans le sens où elle peut se sauver d'elle-même si elle arrive à mettre de côté certaines choses. Mais je pense que... Bon, vas-y, parle-nous du transhumanisme, c'est la question d'après, mais t'as envie là. ouais, Je sens que ça te brûle les mais... lèvres. Hein. Oui, parce que c'est le problème d'aujourd'hui, c'est que comme on est dans l'ultra-performance, Hmm. on veut toujours être au-dessus de tout. On est dans un monde de raison, comme j'aime bien le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les émotions, on a les choses qui sont très humaines, qui font que ben, il y a plein d'éléments qu'on n'arrive même plus à cerner avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre ce qui nous sommes en tant que créatures biologiques, on passe notre temps à faire des maths, ou à faire de la science, ou à faire des trucs, Ouais, c'est vrai, ouais. que finalement on devrait apprendre d'abord à se connaître. Et moi, si j'avais su comment j'étais à certaines époques, ben, ça fait longtemps que j'aurais réussi Visum, ça fait longtemps que je serais peut-être plus calme, plus posé, plus heureux avec moi-même, donc plus énergique pour amener mes projets. D'ailleurs, tout à l'heure, Yannick me disait en off que c'est quelqu'un d'hypersensible. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, c'est quelque chose dont je me cache plus. Parce que je me suis rendu compte que ça fait ma force comme ma faiblesse dans Ouais. certains points de notre société. Comme je disais tout à l'heure, le truc c'est qu'on vit dans un monde de raison. Donc forcément, il faut souvent... enfin, si tu regardes bien, quand tu regardes les héros et tout ça, ils sont tous comme ça. Ils sont droits dans leurs bottes. Ah oui, Ils sont- ça lui Ouais, ils ça y ils vont, vont quoi. et Il n'y a tout, il n'y a pas, pas il y a rien qui les fait d'émotion. Et dévier. puis, malgré le fait qu'ils perdent quelqu'un, c'est pas grave, ils y vont et tout, Mm. tu vois. Chaque fois, on se rend compte que l'émotion est toujours mise à la trappe. C'est comme si finalement, pour donner de l'émotion, alors le gros paradoxe, hein, pour donner de l'émotion aux gens, on n'en fait pas. Voilà, on coupe l'émotion des personnages, les héros n'ont pas d'émotion pour que finalement ce soit tout le monde qui. Oui, qu'on puisse s'approprier le C'est héros, ça. mettre ses propres Ouais. émotions, ses propres pensées dessus. C'est ça, mais du coup, ben, en fait, pour moi, c'est aussi c'est intéressant, hein, scénaristiquement, c'est très intéressant. Moi, j'adore utiliser ça. Mais en même temps, c'est une constante qu'on voit quasiment tout le temps, en fait. Et du coup, ben, aujourd'hui, le modèle en fait, social, c'est de ne pas être dans l'émotion. D'ailleurs même... Ah, mais c'est des psychopathes qui n'ont pas d'émotions. ben oui, mais Moi, j'ai pas envie d'être un psychopathe. qui c'est qui nous gouverne, qui c'est qui sont Ah. politiques et tout ça. Les politiciens n'ont pas d'émotion. Mm. À quel moment on peut prétendre parler de bon sens et au nom d'une nation, au nom des gens, au nom du bien-être des gens, si on n'a pas un minimum d'engagement passionnel et émotionnel pour l'humanité, quelque part. Et bien en fait, la première chose qu'on m'a dit, même récemment, on m'a dit, pour faire de la politique, il ne faut pas avoir d'émotion. Tu vas te faire plein d'amis. Oui, non mais Yannick Palomino. voilà, c'est ça. Bonjour. L'idée c'est que, de toute façon, Visum, c'est pour moi, c'est un projet forcément rebelle. Le mot rebelle, en fait, il est intéressant. Tu aurais pu l'appeler Rebellum en fait. Ouais, j'aurais pu l'appeler rebelle, mais le mot rebelle est intéressant parce que il faut savoir que j'ai écrit un roman aussi qui est dans l'univers de Visum, où justement on appelait les rebelles des gens qui sont contre le système. Mais c'est pas le rebelle, en fait, le mot rebelle en soi, c'est mettre une étiquette. S'il faut, c'est pas des rebelles, c'est juste des gens qui sont juste dans la légitimité de se battre contre le système. Donc finalement, non, c'est pas que je suis rebelle, c'est que je suis contre ce système d'aujourd'hui qui nous met comme ça, dans l'idée qu'il faut rentrer dans les cases, il faut rentrer dans les trucs, il faut pas trop en dire, il faut pas trop réagir. Même on le voit dans les débats. Dès qu'il y en a un qui réagit, on dit ouais, il réagit trop. Voilà, je vais pas citer des noms dans les politiciens parce que voilà. Mais c'est ça l'idée. Donc moi, je réagis beaucoup et j'essaye je suis obligé en fait de me calmer souvent pour être en présence d'autres personnes et tout ça, pour éviter d'être justement finalement cet homme émotionnel, cet homme qui ressent, cet homme qui... Parce que le truc c'est que quand je vais bien, j'apporte que du bien, même ça fait peur, même la lumière fait peur. Ah ouais. Oui, aujourd'hui les gens ont peur quand vous êtes trop gentil, vous souriez, allez, tu vas à Paris, va à Paris, Ah oui, tu souris, oui. voilà. Bon, T'es on heureux, en parlera pas. Ah, on en parlera pas. Voilà, mais Bonjour aux Parisiens. bonjour aux Parisiens aussi. Donc voilà, moi je cherche pas forcément, et puis même je suis pas en train de dire je suis contre les gens ou autres, c'est juste que je suis pas contre les gens. C'est pas contre les gens le problème. Je suis vraiment pour un monde où les gens peuvent être dans leur humanité finalement, d'être dans Ouais. leurs ressentis et autres.
Parce que tous ces ressentis-là, tous ces gens-là qui sont comme ça, je pense ils mettent de côté toutes leurs émotions. Et j'ai beaucoup de personnages dans Bizum qui sont comme ça, notamment Rugus Kainos qui va être un petit peu celui qui va mener la grande guerre galactique. Eh ben, ce personnage-là, il est complètement enfermé dans ses émotions. Sauf que quand on va regarder son histoire et tout ça, on se rend compte il s'est mis contre ses propres pairs, il s'est mis contre ses propres convictions pour pouvoir gagner des guerres. Ok. Et du coup, émotionnellement, au fond de lui, on peut imaginer le bordel que ça peut être. J'imagine. Et ça me fait rebondir sur la prochaine question d'ailleurs qui tombe pile poil avec ce que tu dis. Quelles sont les limites que tu n'as pas voulu franchir dans la conception du jeu Bizum? Il y en a forcément, j'imagine. Oui, la limite, c'est que j'ai vu qu'au bout d'un moment, faire 50 000 races, c'était compliqué. Hein. Ouais, il faut les Donc, gérer, pour la MJ, ouais. Voilà. Donc maître de jeu. Après, c'est pas simple. Oui, il faut gérer ça. Donc, je me suis restreint au bout d'un moment parce que je voulais que ça soit très réaliste, à l'image de ce rêve que j'ai fait à l'âge de 15 ans. Ouais. Mais en même temps, il fallait se restreindre sur le côté scénaristique. Parce que si on part dans tous les sens, ça marche pas. Ouais. Et même en ce moment, avec le projet, vu que c'est en train de décoller, c'est en train de prendre forme, qu'il y a des joueurs qui s'intéressent vraiment à Bizum, Oui. je me suis dit, Heureusement d'ailleurs. heureusement, parce que ça fait quand même des années qu'on travaille dessus, l'idée c'est que maintenant on va se concentrer sur la Grande Guerre Galactique. Parce que moi j'adore travailler sur les petites anecdotes et pourquoi il y a eu la Grande Guerre Galactique, pourquoi les races sont devenues ce qu'elles sont devenues. Mais en même temps, je pense que ça, il faut le laisser à des gens qui ont envie de s'intéresser. Parce qu'il y a des gens, ils aiment bien l'histoire, la trame narrative principale et ça leur suffit. Et c'est bien, c'est très bien. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont chercher plus loin, qui vont chercher comment les races se sont constituées, d'où elles viennent, pourquoi elles ont autant souffert, pourquoi elles sont si puissantes aussi. Et bien tout ça, c'est des limites que je me mets parce qu'il faut penser aussi au plan marketing, il faut penser au plan scénaristique, il ne faut pas se perdre dans tout ça. Donc pour moi, les limites, elles sont simplement que j'essaie de simplifier pour qu'il y ait plus de complexité plus tard, en fait, finalement. Okay. C'est-à-dire qu'on se limite à peu pour que demain, quand les gens s'intéresseront... La complexité dans la simplicité. Voilà, c'est ça. Ok. Elle viendra sur le long terme parce que de toute façon, que ça marche ou que ça marche pas ce projet, je m'en fous, c'est pas la question. Ça va marcher. Mais ça va marcher. Ça marche déjà de toute façon. Oui, mais ce que je veux dire, c'est sur le plan financier. Le plan, de toute façon, dans ma vie, j'ai... Je précise que Bizum n'est pas encore lancé, on en parlera tout à l'heure. Voilà, exactement. Pour moi, la réussite financière, par exemple, quand j'avais mon studio Palomino Studio, j'ai fait une réussite, mais pas financière. J'ai réussi parce que j'ai vendu 2000 copies, ok, mais ça m'a pas fait gagner suffisamment d'argent pour vivre de ça. Alors, malheureusement, on est dans un monde où s'il n'y a pas le côté financier derrière, on ne considère pas que c'est une réussite. C'est ça. Mais je pense que la réussite, c'est aussi ce côté humain. Si des gens prennent la boîte avec le livre JDR et tout ça, ils disent putain c'est génial, ben c'est ça ma vraie réussite en fait. C'est ça. Et de toute façon, on sent que tu es un passionné, on sent que tu aimes ce que tu fais, que tu as envie de communiquer ton univers, ton monde, qui est très riche d'ailleurs. Très très riche. Et en ce moment, justement, je fais en sorte de, comme j'ai dit tout à l'heure, le simplifier pour que cette richesse soit digérée au fur et à mesure. Et ça, c'est ma seule et unique limite. Et demain, je ne me mettrai aucune limite sur le plan financier, sur le plan humain. Malgré mon hypersensibilité, malgré mes tares et mes faiblesses, je continuerai quand même à aller chercher ce qu'il faut pour faire ce projet une vraie réussite. Ok. Bon, ma prochaine question, tu as déjà très bien répondu, c'est quel est ton général de l'univers? Bon, ça on l'a. Oui. En quelques phrases seulement, quelles sont les différentes factions? En quelques phrases, du coup, on peut citer 3 factions essentielles. L'Ordre des Étoiles, qui est mené par les Néroviens, avec la puissance de l'Empyrie, les fameux... les méchants. Alors non, il n'y a pas de méchants. Ah non, j'aime pas dire ça. Ceux qui sont tués dans ton rêve quand même. Oui, certes, mais il faut savoir que les Néroviens sont des êtres sages avec le culte des étoiles. Et l'Ordre des Étoiles, c'est ça, c'est le moyen de rassembler toutes les races qui sont dignes du culte des étoiles. Le culte des étoiles, c'est quoi? C'est respecter la nature, respecter l'ordre de l'univers, en quelque sorte. Sauf qu'on sait très bien que les visions, les paradigmes peuvent changer en fonction. Donc l'ordre des étoiles et la pratique, toujours. Exactement. Donc l'ordre des étoiles mené par les Néroviens, c'est une force coloniale en quelque sorte qui va aller, alors pas coloniale mais plutôt religieuse entre guillemets, parce qu'elle va aller chercher les races qui sont dignes ou pas du culte des étoiles. Alors quand tu parles d'une race religieuse, on est d'accord que tu ne prends pas les religions existantes? Ah non, il n'y en a aucune, absolument aucune. Très bien. Il faut juste savoir que par exemple, donc dans l'ordre des étoiles, on a les Vlest,
qui sont très importants puisqu'ils sont le socle majeur de l'histoire globale de la galaxie Visum, dans le sens où ils ont plus de 40 000 années d'histoire. Donc s'il faut savoir, c'est que l'ordre des étoiles, s'il existe, c'est grâce aux Vlest, parce que les Vlest ont défoncé à un moment donné les Néroviens, d'où le projet du jeu Majestis, puisqu'on joue cette période de l'histoire. Où je veux dire vite fait ce que c'est Majestis. Ouais. Parenthèse dans la parenthèse. Dans les parenthèses. Donc le Majestis, c'est un jeu de cartes qui sera probablement évolutif avec des héros. Donc les Majestis, on va jouer un Majestis et le Majestis va devoir survivre à l'invasion Vlest. Voilà, on ferme la parenthèse. Voilà. Les factions donc. Les factions. Donc l'ordre des étoiles est très intéressante et très riche, beaucoup de races. Mais il n'y en aura que des principales qui vont ressortir au début. Parce qu'après, vous verrez, il y en aura d'autres qui sortiront plus tard, qu'on mettra un peu sur le devant de la scène en fonction de ce qui va se passer. Ensuite, on a l'Union des corporations planétaires. L'Union des corporations planétaires, c'est un peu comme l'Europe, comme tous ces trucs un peu. Voilà. Il faut savoir que c'est un moyen aussi de faire une satire sociale avec l'Union des corporations planétaires, l'UCP pour les intimes, qui est basée sur des corporations. Donc il faut imaginer qu'au lieu d'avoir des pays, c'est des corporations financières qui gouvernent les administrés qui s'appellent les ULUS. Les ULUS ou les ULUS, parce que c'est un H, qui sont créés par les Ukrainiens à la base. Les Ukrainiens sont allés... J'avais entendu autre chose. Ouais, les Ukrainiens, mais les Ukrainiens. Donc les Ukrainiens gouvernent l'Assemblée générale de l'Union des corporations planétaires. Et dedans, il y a les Utaris, qui sont les anciens colons ukrainiens qui se sont... mis complètement indépendant des autres parce que au bout d'un moment vivre sur une autre planète on n'a pas les mêmes attentes J'imagine, je l'ai pas vécu personnellement mais j'imagine. C'est là aussi où je travaille sur l'indépendance, sur les revendications, les choses comme ça, d'où les sujets de tout à l'heure. T'as ton côté catalan qui ressort. Exactement. Et les Goya qui sont les autochtones de Vénusia à la base, qui vivent en harmonie avec les Utaris. Donc ça c'est les deux factions principales qui vont s'affronter. Et à côté, il y a une troisième fonction dans Visum aussi qu'il faut bien citer, c'est que je suis antimilitariste quelque part aussi. Et oui, ça fait un peu bizarre parce qu'il y a beaucoup de guerre. Je suis anti-destruction en fait. Voilà, si on peut résumer la chose, je suis anti-destruction de l'humanité et de la nature. Donc c'est simple, la guerre, est-ce que les animaux font la guerre? Théoriquement non, il y a des guerres de territoire oui chez certains animaux, mais il n'y a aucune guerre dans le sens de contrôler et maîtriser l'autre et de le détruire psychologiquement. Oui, c'est juste l'accaparation des ressources. Tu as deux fourmilières l'une à côté de l'autre, vont se battre pour avoir je sais pas quelles ressources. Mais c'est dans l'esprit de la survie. C'est pas pour faire chier l'autre, c'est juste pour avoir de quoi survivre. Voilà, sauf que nous on est capable de faire chier pour tout et n'importe quoi. C'est vrai. Donc l'objectif de cette troisième faction, c'est de créer donc le centre Visum. Et le centre Visum, c'est une belle histoire, puisque l'idée c'est qu'avant de faire la Grande Guerre Galactique, avant que les Néroviens et les Ukrainiens s'affrontent, il y avait cette assemblée de sages, de gens qui venaient au centre Visum pour parler, pour discuter, pour échanger, pour philosopher. Et quand les intérêts politiques sont pris le dessus, le centre Visum a été balayé et il a été reconstruit que plus tard, juste au début de la Grande Guerre Galactique. Donc en fait, finalement, il va y avoir cet affrontement entre les deux grands blocs. Et à côté, on a l'Ornax Orugana qui est très important, puisque c'est un Ukrainien qui va essayer de rassembler les races pendant que les autres s'affrontent. Alors quand je t'entends comme ça, en fait, je me dis, mais t'as fait quel effet de créer tout ça à partir de rien, juste à partir d'un rêve, parce que t'as un univers qui est super dense quand même. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, la première chose, c'est que quand on a beaucoup de choses dans la tête, forcément on est pris souvent pour l'éliminer, parce que le mec, en fait, il a une culture générale zéro, mais à côté, son univers, c'est presque comme s'il avait créé... Tu as ta culture générale que tu crées au fur et à mesure, Exactement. Cette question est intéressante parce que je suis complètement à l'écart finalement de ce monde actuel. C'est compliqué des fois. Et c'est là où il faut aussi être capable de jongler entre mon univers, quand je crée, quand je suis chez moi, quand je mets les choses en forme. Je vais mettre les projets qui commencent à se faire avec les réseaux et tout ça. Je vais travailler dessus. Et à côté, il faut les présenter tout ça. Il faut y aller. Il faut aller dans les conventions. Il faut faire jouer les joueurs. Il faut... Ça, tu sais faire à force. Et à force, tu sais faire. Mais c'est surtout que ce qui veut dire, c'est qu'à un moment donné, il faut passer de ce moment d'éliminer, quelque part, d'être le Dieu tout-puissant qui crée, à ce moment où il faut être cet humble humain dans le monde de la planète Terre,
où il va falloir vendre le projet aux gens. Et ça, est-ce que tu sais faire? Eh ben, je sais faire, oui. Ok. Je sais faire et justement, c'est pour ça que je sais bien que la simplicité de l'univers riche est nécessaire. Parce que quand on parle des humains qui a beaucoup de choses aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs qui se font. Donc on ne peut pas surcharger mentalement, je ne peux pas faire ce que moi je suis, c'est-à-dire je suis déjà surcharger les autres. Non, ça va aller. Voilà, donc c'est pour J'ai ça déjà que... ma propre surcharge, j'ai pas besoin de la tienne. Merci. Exactement, c'est pour ça que l'objectif de Bizum, c'est moi je prends tout le mal en fait finalement de la création parce que ça fait souffrir. Et la passion, elle n'est pas uniquement positive, hein. Tous les jours, il y a des moments durs des fois dans la création. Parce qu'on est fatigué, parce que des fois on a envie d'avancer, mais on peut pas, parce qu'il y a des moments de doute et tous ces trucs-là. Mais tout ça, ben, il faut savoir le gérer. Moi, ça fait depuis plus de 6 ans que je travaille sur Bizum, et en fait, je me rends compte que ouais, je ne pourrais pas le lâcher ce projet, c'est pas possible. Il y a eu trop de choses, trop de facteurs. Et ce serait dommage en plus. Aujourd'hui, être créateur, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça parle du rêve. Et on est dans un monde aussi, encore une fois, on parlait tout à l'heure des émotions et tout ça, mais le monde du rêve est aussi un petit peu stigmatisé, puisqu'on dit souvent t'es un rêveur. Parce qu'on dit souvent, t'es à côté de ta plaque ou t'es dans ton monde. Aujourd'hui, les gens, quand ils disent, mais t'es dans ton monde, je leur dis merci. Mais justement, venez dans mon monde. Voilà. Je vous invite dans mon monde. Exactement. Et je veux inviter les gens dans mon monde, non pas par mon ego, mais plutôt par la passion le partage. Et le partage, voilà. Parce que moi, quand je vois les gens briller, qu'à la fin de la partie ou à la fin de quand j'explique mes histoires et tout ça, les gens ils sont heureux, on sent qu'ils sont heureux, et bien j'ai transmis cette passion. Et en fait, j'ai trouvé finalement mon vecteur de vie, c'est ça, c'est de transmettre cette passion. La dernière partie qu'on a fait il y a une semaine, 2, je ne sais plus exactement, on s'est tous régalés. Ah oui, clair, oui. Je ne dirais pas le slogan qui est sorti de tout ça, mais en tout cas c'était très rigolo. Ce qui se passe dans une partie reste dans la partie. Exactement, mais en tout cas c'était très intéressant parce que je ne m'y attendais pas. Donc au final c'était très bien. Hein. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait il y a énormément de liberté dans ce jeu et chaque joueur peut amener sa fantaisie, peut amener sa façon d'être. Et... C'est ça. Et bien la fantaisie. Il l'interpréter comme il le souhaite. Elle y était la fantaisie là pour le coup. Voilà. En parlant de fantaisie, tu t'es inspiré, alors, en quelques mots seulement, tu t'es inspiré de quoi pour créer Bizum, à part ton rêve? Alors je me suis inspiré beaucoup de ma culture geek. Ouais, j'aime bien dire la geek culture ou la culture geek. Ouais, c'est vraiment le jeu vidéo, hein, je pense, qui m'a beaucoup plus marqué dans ma vie. Hein. J'ai commencé quand même à l'âge de 3 ans. Oh putain! Ouais, j'ai commencé à l'âge de 3 ans, mais après, c'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui. J'étais à fond dedans. J'avais quand même ce côté très social où j'allais dehors. On jouait beaucoup aux jeux de cartes aussi. À cette époque-là, il y avait Pokémon aussi qui arrivait un peu aussi. Donc, bon, il y avait quand même. Voilà, on jouait, on faisait sa petite partie, c'était la Sega. D'ailleurs, t'as quel âge? J'ai 34 maintenant. Voilà, pour situer un peu. Oui, je viens de faire 34 il n'y a pas longtemps, donc j'ai le temps de s'y faire à 34. Mais voilà, l'âge de 3 ans, c'était les années 90. Et c'était super parce que les jeux, c'était pas aussi prenant qu'aujourd'hui. Tu faisais pas no life avant, tu jouais, tu étais heureux, tu faisais ta game. Les parties elles duraient 1 heure. Souvent, tu crevais, bon, t'en avais marre, c'était frustrant, tu t'arrêtais. Ouais. Donc, c'est pas comme aujourd'hui où tu pourrais passer littéralement une vie dessus. Tu joues à un jeu avec un monde persistant. Tu regardes WoW, il y en a qui sont. Il y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont sur WoW, 10 heures par jour, c'est un métier pour eux. C'est ça, c'est un métier, et même ils sont payés, certains, pour faire ça. Pas tout ça. Pas tous, mais certains, alors surtout des Chinois, les golders, oui. ils aimaient bien vivre pour gagner des golds et après les revendre. Enfin bref. Voilà, ça c'est interdit. Mais toujours est-il que World of Warcraft, tout l'univers aussi de science-fiction m'a beaucoup plu. Les jeux comme X Foundation, des choses comme ça, où on voyage dans l'espace avec son vaisseau. Donc tous les univers libres où il y a ce côté un peu des races qui viennent affronter les autres avec des grands enjeux aussi. Tous ces trucs-là, ça m'inspire. Moi, j'adore ces moments où en fait finalement il y a alors j'aime beaucoup la collapsologie aussi, la chute des civilisations, où on doit préserver jusqu'au dernier moment face à un ennemi qui est très puissant, ça j'adore aussi. Et il y a les jeux, il y en a à foison. Ça c'est toujours d'actualité, ça, la collapsologie, peu importe l'époque, on a toujours l'impression qu'on est limite à la fin des temps. Oui, et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on est probablement à la fin d'une civilisation. L'ère industrielle risque de prendre un sacré coup. Après, qu'est-ce que je peux citer d'autre? J'avais cité Mass Effect tout à l'heure. Qui m'a beaucoup plu. Magic aussi, le jeu de cartes, parce que quand même les jeux de cartes aussi
En fait, j'adore la science-fiction, mais l'heroic fantasy, ça me fait pas peur, j'aime bien y être aussi. Ok. Donc finalement, tout ce qui amène au rêve, finalement, au rêve, tout ce qui est rapport avec la philosophie, hein, l'espace de l'être humain, en fait, finalement, quel est le sens de la vie, tous ces trucs-là. Et bien, il y a des jeux comme Final Fantasy VII, par exemple. Voilà, Final Fantasy VII, ça a été un jeu qui m'a transformé. Je pense que c'est le jeu. Transformé carrément. Oui. Bah, je pense qu'à un moment donné, je suis basculé entre. Il y a eu l'avant, il y a eu l'après. Je pense qu'il y a un moment donné, si tu veux, tu joues à un jeu et tu joues. Voilà. Et puis à un moment donné, je suis devenu un vrai consommateur de jeux vidéo, je suis devenu un geek. Je pense qu'il y a une différence, et encore aujourd'hui. Alors on dit mid-core gamer, on dit hardcore gamer, on dit casual, par exemple, donc un casu. Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Et maintenant, je pense que je suis passé de ce consommateur qui est là, qui joue sans réfléchir, à ce consommateur averti. Non, pas encore. Créateur, parce que tu crées ton jeu, c'est pas un jeu vidéo, mais je n'étais pas créateur encore à ce moment-là. Mais quand j'ai commencé à jouer à ces jeux-là, les Final Fantasy, le 9 et le 7, ça m'a totalement changé. Je ne voyais plus le monde autrement, je ne voyais plus autrement le monde qu'à travers les jeux finalement. Les jeux m'apportaient ce truc, cette alimentation intellectuelle que j'avais pas ailleurs au final. Les gens disaient que le jeu ça leur abrutissait, que ça rendait idiot. Oui, mais ça, ça il y a 20 ans, c'est on a vu que c'était pas vrai. Si on serait tous idiots. Exactement. Rome Total War, par exemple, grâce à ce jeu-là, j'ai appris tout sur l'histoire des Romains. Donc j'avais 20 de moyenne en latin à un moment donné. Donc merci aux développeurs de Rome Total War. Voilà. Merci aux créateurs. Mais je pense que les jeux, Kaiser 3 aussi m'a beaucoup parlé. Voilà, tous ces trucs-là, toutes ces ambiances-là, vous les voyez dans Vision. Finalement, quand on regarde les Néroviens, c'est beaucoup de romains. D'ailleurs, les mots sont très latins. Il y a Lordaris, la campagne, enfin le scénario d'initiation. Bon, je spoile pas, mais il y a un côté romain dedans. C'est très romain, et en plus il y a des légions avec Lordaris, les Dominitas aussi, qui est l'autre légion qu'on a dans l'histoire. Voilà, donc c'est. Tout ça, ça m'inspire. Voilà, les livres un peu moins, c'est vrai que je suis pas très lecteur, j'ai une attention, vous voyez bien qu'avec tout ce que je fais avec Vizoom, je suis très hyperactif. On peut pas être partout. Bon, les séries aussi, voilà, il y en a beaucoup de l'univers comme Terminator aussi qui m'a beaucoup parlé. Le 2 j'imagine. Surtout le 2, ouais. Et oui. Il a marqué toute une génération. Celui-là, c'est pour ça que le 3, ça fait mal. Et puis tous les autres, ça fait mal. Je vais pas regarder. Voilà, bon, assez parlé des autres. Parlons, revenons à Vizoom. Qu'est-ce qui, d'après toi, quel est le concept central qui différencie Vizoom des autres JDR, des autres jeux de rôle finalement? Je pense que la simplicité du monde de Vizoom est qu'on n'a pas de classe, on n'a pas d'archétype. On crée ce qu'on veut. Et en plus de ça, on peut autant être un militaire, comme un politicien, comme un marchand, comme même un anthropologue. Il y a un scénario que j'ai écrit qui est où on suit Lornax, qui est un anthropologue. Donc on peut jouer ce qu'on veut, quoi. C'est ça la richesse. Et en plus de ça, c'est un grand bac à sable. Il y a plein de planètes, il y a plein de choses qui font que ça apporte un plus que dans d'autres univers. On est vachement fermé sur un donjon, sur un univers particulier. Au hasard. Ouais, voilà, un dragon par exemple, ou alors d'autres univers où les armes sont très codifiées. On a l'impression que le combat est le centre du truc, alors que nous on a fait en sorte, et en plus on y travaille en ce moment parce qu'on nous a reproché des fois qu'on mettait trop de combats dans les kits d'initiation par exemple. On est en train d'écrire un nouveau scénario où il y aura plus d'interaction sociale. D'accord. Donc comme ça, on mettra vraiment en avant le fait que Vision n'est pas que sur le combat. Bon, ça c'était une des questions d'après, mais au moins c'est fait. Ouais. Voilà, ça c'est fait. On a gagné une question. Voilà, exactement. Mais en tout cas, voilà, ça change beaucoup sur tout ça. Et puis après, la richesse, qui a beaucoup d'expérience derrière maintenant. Et on fait évoluer le projet constamment avec les retours des joueurs. Donc la richesse qu'a Vision, je pense, c'est aussi que moi, je suis très à l'écoute. Ok. Voilà, mais ça c'est le petit plus. Tant qu'à faire. Voilà. En plus c'est accessible, donc c'est bien. Quoi. Voilà. Si vous avez la chance d'habiter Perpignan ou de passer par Perpignan, venez le voir. On peut le voir facilement, que ce soit Easy Win ou c'est ça. Moi je me fais un plaisir de discuter avec les gens et d'apporter toute mon expérience de Vizoom aux gens qui ont envie de s'y intéresser. Et finalement, si Vizoom c'était un voyage, ce serait quoi comme genre de voyage? Alors, la question, déjà, je ne m'y attendais pas. Hein. Elle est tellement originale. Ouais, mais c'est intéressant parce que du coup, on me l'a faite aussi cette question-là, mais d'une autre façon, on m'a dit, mais si Vizoom, c'était ça, ça permet d'aider les collaborateurs des fois à comprendre un peu ce qu'il y a dans ma tête.
Et je trouve que c'est intéressant de mettre des métaphores parfois. Et c'est vrai que là, le truc du voyage, je fais souvent des méditations. Et quand je fais des méditations guidées, j'aime bien ce truc-là, on m'invite à me mettre dans un décor qui me plaît, où je suis bien. Et souvent, je me mets à Nérovie. Ça m'étonne pas. La planète Nérovie, la planète des Néroviens, et c'est une planète très intéressante, très belle et tout ça. Il y a un côté très féerique, parce qu'il y a beaucoup de créatures, c'est très vivant, et ils préservent tout ça. C'est surtout ça qui est important. Et moi, j'imagine ce voyage, Visum pour moi, c'est comme ce voyage sur ces longs lits de rivière qu'il y a à Nérovie, où voilà, c'est fluide et on se laisse porter. Parce qu'au-delà de tout ça. Quand t'en parles, j'ai une image, je vois les champs de riz en Asie avec les rivières. Ouais, et c'est tout ça. je- Visum, c'est. Nérovie surtout, il y a un côté un peu entre les légions romaines, entre le romain et tout ça, mais il y a un côté aussi un peu à la grecque, à la méditerranéenne, un peu où on se laisse vivre, quoi, on se laisse porter. Et ben, c'est un voyage comme ça que je voudrais parce que je veux autant des temps forts, des temps difficiles. Parce que moi j'ai pensé déjà à la série Visum, hein, on y avait pensé à un moment donné avec la production. Il y a un moment, je m'avais pensé, oui, le film, la série, les livres. Oui, parce qu'en plus j'ai fait des études de cinéma, autant revenir dessus. Hein. Tant qu'à faire. Mais pour moi, j'imagine comme ce lit de rivière où des moments, c'est calme, c'est posé. Voilà. C'est un voyage calme où on aime bien juste écouter Lornax qui nous raconte une belle histoire de sa vie. Où à un moment, il y a un prophète qui vient nous parler d'un passage important du culte des étoiles. Et puis des moments, il y a la rivière, ça cogne, toi aussi. la rivière, elle est tumultueuse. Il y a des cascades, ça tombe. Et ben là, ce serait comme les rocs d'art, c'est ces fameux rituels de guerriers où il y a deux tribus ivaltiennes qui s'affrontent, où il y a les Néroviens qui vont mener une grande croisade contre une nouvelle planète, où les Utaris essaient de se battre contre les pirates alusiens qui les emmerdent encore. Voilà, tout ça, c'est ces moments difficiles. Et puis après, ça revient. Ces moments où ces personnages ont mené une grande bataille. Et là, on peut se délecter du moment, se dire, on a passé des moments difficiles, mais là, ça y est, on peut se reposer un petit peu. Voilà, Visum, c'est un grand voyage de ces rivières comme ça qui vit jusqu'à ce qu'on arrive à la mer. C'est un peu un voyage initiatique en fait. C'est un peu ça, ouais. D'ailleurs, juste pour la petite anecdote, il faut savoir que j'ai écrit un conte ivaltien où, en fait, leur histoire, c'est un conte ivaltien. Est-ce que tu peux leur dire ce que c'est? Ouais. Alors les Ivaltiens, c'est une race qui est intéressante parce que c'est une des seules races presque qui a accepté le culte des étoiles sans trop se faire défoncer par les Néroviens. En gros. Okay. Parce que voilà, les Néroviens ont tendance à avoir des exigences très fortes pour adhérer, pour que les gens puissent adhérer, enfin les nouvelles races puissent adhérer au culte des étoiles. Et là, les Ivaltiens, ça va. Ils ont réussi à rentrer correctement puisqu'ils ont accepté l'aide des Néroviens pour pouvoir se restructurer et créer une union, une cohésion sur leur planète. Et ben, les Ivaltiens écrivent beaucoup de contes. Ils ne sont pas très comme nous, Internet et tout ça. Il n'y a pas trop de transmission écrite, c'est plutôt des transmissions orales. Pas comme on avait nous dans l'ancien temps en fait. C'est ça. Tu regardes, alors on est en France ici, donc les Gaulois, ils avaient des druides qui avaient une tradition orale assez forte, les Celtes, tout ça, c'était de la tradition orale. Et ça, je pense que c'est très important parce que le patrimoine génétique, on a vu que la mémoire génétique est aussi importante, et ces choses-là s'ancrent dans les générations futures. Et bien eux, ils sont beaucoup sur ça. Et ce conte-là, il parle de le fait que quand on naît, on doit créer un bijou. Ce bijou-là, il est très important parce qu'il représente en quelque sorte notre cercueil plus tard, le cercueil de notre âme. Et pour mourir, eh bien, notre corps est posé, quand on est Ivaltien, notre corps est posé sur une embarcation de fortune et on est emporté sur une rivière. Et le but, c'est que le corps va basculer. Et au moment où il va basculer, en fait, l'âme va se transmettre dans le bijou. Et le bijou va rester au fond du lit de la rivière pour l'éternité. T'en as fait beaucoup des rêves, toi, non? Beaucoup. Oui, et encore, on n'a pas parlé des blestes. Chaque chose en son temps. Voilà. On va peut-être pas tout faire aujourd'hui. Oui. Justement, ça m'amène à la question suivante. Comment tu rends tout cet univers cohérent, finalement, crédible? Il a fallu faire un choix scénaristique. Pour ça, je pense que la réponse, elle est simple. J'ai pris Lornax. Lornax Urugana, le fameux anthropologue, c'est lui qui parle. Donc en fait, quand on lit le livre qui va accompagner le jeu de rôle, la Grande Guerre Galactique, le premier livre d'histoire, eh bien, c'est Lornax qui parle. C'est lui qui est témoin de ce qui s'est passé. Et c'est comme si nous, on lisait plus tard.
Ce qui s'est passé avant. Donc du coup, Ok. on peut imaginer que le moment où on lit et le moment où Lornax aurait vécu entre-temps, il y aurait plein d'autres choses. C'est pour ça que c'est interminable, disons. D'accord, très bien. Alors justement, quel est le mécanisme de jeu dont tu es le plus fier? Ouais, ça c'est compliqué ça, hein, parce que Sinon c'est pas drôle. c'est Pas te faire que des compliqué, questions faciles non plus. alors, je pense que le Majestis, le jeu de cartes, il fallait être fou pour faire un jeu pareil. Ça tombe bien parce que tu es fou. Si on s'en tient en fait que le génie, la folie et voilà, on verra. On verra si voilà, sur le long terme, je pense que l'histoire dira si j'étais fou ou si j'ai du génie. Je pense que c'est du génie parce que j'en suis Tant très qu'à faire. Ouais, non, mais je pense. Non, mais il faut être modeste aussi hein, et savoir aussi ses forces. Je pense Donc que pour être là, modeste, tu es un génie. non, je pense qu'il y a du toute génie. humilité. Non, je suis très normal, mais je pense que c'est du génie quand même de mêler trois corps. Si on s'en tient en fait qu'un jeu de cartes, quand il y a un contre un, c'est deux corps qui s'affrontent, donc c'est deux dynamiques différentes Mhm. qui font cet effet cyclique, et c'est simple. Hein. Mhm. Quand une force amène l'autre, eh bien il y en a une qui gravite sur l'autre au bout d'un moment. Oui. Donc du coup, il va y avoir un effet de balance où un joueur va gagner en fait. Dominant dominé quoi. Voilà, exactement. Mais là, pour jouer au Majestis, il a fallu créer un mécanique où il y a trois corps. Donc ça veut dire qu'il y a un corps au milieu, donc les attaques, les blesses qui sont au milieu, qui sont piochées avec les cartes événements, Mhm. et les joueurs vont influencer aussi. Donc on a le jeu du centre qui influence toute la game, et les joueurs doivent prendre ça en compte pour jouer. Et donc du coup, l'un contre l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a ça fait cet effet balancier, tout, tout, à chaque fois. Donc là, ça a été très très difficile. Ça m'a pris 3 ans hein, pour l'équilibrer Ah le jeu. ouais. Ah oui, oui, là on a enfin réussi à stabiliser le jeu et il est super dynamique. Des fois, on fait des trucs, mais même l'autre fois, il n'y a pas plus longtemps que hier, avant-hier. Avant-hier, je fais une partie avec un joueur qui est top, que je peux citer, qui est Florian, Oui. qui est enfin, moi, des gens comme ça, ils me font admettre que j'ai raison de continuer. Parce que quand je vois cette passion qui est transmise et qu'il est aussi intéressé par mon projet que moi je le suis, je me dis j'ai tout Ouais, gagné. c'est bon signe. C'est trop beau. C'est bon trop beau signe. et ça c'est un cadeau. Pour moi c'est un cadeau du ciel. Voilà, c'est un cadeau du ciel. Cadeau de l'univers, cadeau, enfin peu importe comment on peut l'appeler, mais c'est magnifique. Parce que voilà, je me dis que le Majestis, quand je vois ça, et qu'on a vu cette partie, ben, on a fait un petit combo et ça a bien fonctionné, ça a bien tourné, et quand j'ai failli gagner, mais finalement il m'a mis un contre-combo qui m'a fait que j'ai perdu, je me dis, waouh, c'est beau. C'est ça dont je suis fier. C'est ce truc c'est de créer des possibilités infinies quasiment dans un jeu qui est censé être défini par ces cartes, tu vois. Donc finalement, c'est créer l'infini avec le défini. C'est ça que j'aime bien. C'est le mélange entre le rêve, les possibles et la matière, le physique. Alors, c'était pas prévu dans les questions, mais est-ce que tu envisages que quelqu'un plus tard, un jour, puisse rejoindre ton monde de créateur, ou peut-être même plus tard, quand tu seras mort, hein, donc, pas maintenant, bien après, que ça puisse être repris par quelqu'un d'autre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Bizum, je ne l'envisage plus tout seul. Ça, c'est fini. Tu l'as dit tout à l'heure en blaguant. Et en fait, c'est marrant parce que les gens vont partir sur le fait. Vous allez voir que en fait, je suis au départ ben oui, un rêveur, mais finalement, pas si tant que ça. Je suis devenu très pragmatique. Oui, T'as pas eu le choix. j'ai pas eu le choix parce qu'on apprend de ses erreurs et on apprend aussi avec ce qui C'est se ça. passe. C'est-à-dire que oui, tu as dit il y a plusieurs personnes dans ma tête. Oui, il y a plusieurs personnes dans ma tête et c'est plus possible. Aujourd'hui, il faut que je m'entoure de personnes. Il faut que Bizum devienne une communauté. Il faut que Bizum devienne une famille. Il faut que Bizum devienne une équipe de collaborateurs. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas officiel, mais je pense qu'il va falloir que chaque projet, chaque jeu aura un binôme. Au minimum. Au minimum, le binôme qui sera un peu ce qui va chapeauter l'équipe derrière. Parce que derrière, il faut faire des illustrations, il faut faire le graphisme, il faut tout faire. Donc ça, c'est pas possible tout seul. Et c'est pas possible même avec deux personnes. Là, on parle d'un projet industriel quasiment. Pour moi, Bizum, ça va être une licence multimédia, ça va être une licence où il y a beaucoup de choses. Donc je vais non seulement je vais m'entourer de nouvelles personnes, mais j'espère surtout m'entourer de personnes aussi dynamiques et passionnées que moi. Parce que là, je ne peux pas... Folle? J'ai entendu folle aussi. Folle que toi? Elle est folle, ouais. Folle. Folle parce que la vie, je pense qu'elle est... j'ai une phrase que j'avais écrite... Oui, elle est trop courte pour être vécue sans folie. Voilà, c'est ça. Mais j'avais écrit une phrase qui était très intéressante, qui rassemble un peu tout ce que je suis. Est-ce que je préfère les folies de mes raisons ou les raisons de mes folies? Et qu'est-ce que tu préfères?
Tu sais pas. Et justement, il y a une histoire intéressante que j'ai lue il n'y a pas longtemps en philosophie, où il y a l'histoire de l'âne avec les raisons. Il a faim et il a soif. On lui met de la paille et de l'eau. Et il est au milieu, à la même distance. Et comme par raison, Il sait pas choisir. il ne sait pas choisir, ben il meurt de soif et C'est de faim. Voilà. Et moi, je préfère, je pense, les folies de mes raisons comme les raisons de mes folies. Donc, tu vois, C'est vaste. Justement, c'est quoi ton plus grand défi? mon plus grand défi, c'est de vivre dans un monde de raison avec mon hypersensibilité. Ouais. Je crois que Ça, c'est dur, ça. c'est mon plus grand défi. Et du coup, ben, ça rejoint Visum, c'est d'ancrer Visum avec toutes mes raisons d'être, mes folies d'être, etc., mes rêves, etc., de l'ancrer dans un monde de raison. Et ça, c'est mon plus grand défi. Et je pense que tôt ou tard, j'y arriverai parce que je n'ai pas d'autre choix que de faire ça, parce que c'est une de mes raisons d'être. Voilà. Bien dit. Alors, je me pose une question à ce niveau-là, c'est comment le jeu il gère la progression des personnages, voire leur mort éventuelle? Dans le jeu de rôle, tu parles. Oui, évidemment. Ah ouais. Oui, on Parce peut que- parler de majestisme, mais là, moi, je suis là Ouais. pour parler de Visum, Oui, même si c'est très Oui, non mais tout à fait, mais parce que comme on a vraiment deux grands axes aujourd'hui, c'est le jeu de rôle et Majestis, c'est bien de préciser, parce que Majestis on peut mourir facilement, hein, les blesses ils sont Oui, terribles. je peux comprendre. Ouais. Mais dans le jeu de rôle, alors j'ai fait le deuil de deux personnages, deux ou trois personnages à un kit d'initiation, ça m'a fait mal, mais en fait moi j'ai tendance à pénaliser les joueurs qui font des choix un peu trop humains des fois. C'est-à-dire que Waouh. Alors, vas-y, dis-nous ouais, dis-nous dans un peu le plus, sens là. où si on joue en ukrainien, tu peux pas envisager ton personnage comme un humain. Tu as quatre bras et tu vois pas. Tu vois à travers tes sens, puisque tu captes le son et du coup tu te refais une représentation mentale. Autrement que nous, on capte la lumière avec nos yeux et on se fait une représentation Ouais. mentale. Donc du coup, quand le joueur il veut être trop bourrin ou autre, dans le général, on sait très bien que les joueurs, des fois, ils sont férus d'aller dans le contact et pas trop réfléchir. Ouais. Donc du coup, moi j'aime bien le réalisme. Si on pouvait me catégoriser en tant qu'artiste, je serais dans la mouvance réaliste, par exemple. Ok. Donc du coup, forcément, j'aime bien que malgré le rêve, Bah, réaliste un peu perché quand même, parce que des trucs avec quatre bras et qui n'ont pas lieu. c'est très biologiquement probable. Dans le sens où chaque race, je l'ai quand même étudiée avec un biologiste. Hein. Ah. Ah oui, oui, ça, il faut savoir que je ne suis pas parti dans l'idée de faire des races comme ça. Alors, est-ce que tu peux en dire un peu plus justement? Ouais, alors, on va juste finir sur l'histoire de la mort des Vas-y, personnages. Pour moi, si on fait une campagne JDR, ça m'embête de faire tuer un personnage. En général, avec Axel, le cofondateur aussi, il faut le citer quand même. Axel, comment? Axel Sarrazin. Voilà. Axel Sarrazin qui travaille avec moi depuis 2018, donc il faut savoir que c'est un peu un des seuls qui est resté depuis le début du projet. Il y a d'autres sont passés parce que les aléas de la vie, il faut savoir que 6 ans, hein, c'est énorme pour beaucoup. Donc déjà un an c'est beaucoup, alors imagine 6 ans. Hein. Donc du coup Axel il est resté là depuis longtemps et il faut savoir qu'il n'a jamais quasiment fait tuer 10 joueurs. Hein. On ne les fait pas tuer. Moi j'ai pris le choix avec les nouvelles mécaniques qu'on a mis en place, puisqu'on est passé d'un dé de 10 à un dé de 100, le jeu est devenu plus dur. Ok. Donc CQFD, plus dur, mort plus probable. Bon, mais imagine que ton perso se retrouve à 2 doigts de la mort, il lui arrive, je sais pas, un truc Alors, à la con. S'il y a quand même Si une tu règle, le tues pas, tu fais quoi? il y a quand même une règle importante, c'est qu'on ne meurt pas à 0 point de vie. À 0 point de vie, on est inconscient. Et on a 5 points de vie en négatif qu'on peut encore sauver notre personnage. D'accord, c'est pas les jets de sauvegarde, façon Non. Donjon et Dragon, t'arrives à 0 et... ok. Non, donc il faut savoir quand même qu'on a quand même prévu le fait que le personnage il est censé quand même résister un minimum à la mort. Mais bon, après il se prend un tir Après, si de tu fais de la canon. merde, tu fais de la merde quand même. Voilà, si jamais le vaisseau il explose, bon, tu pourrais survivre, on pourrait faire quelques jets en disant bon, j'ai d'adresse, tu aurais pu prendre un scaphandre avant de partir. Zéro absolu dans l'espace Ouais. d'oxygène, il y a un moment. Ouais, voilà. Ça limite un peu Ouais, quand on même. n'est pas, c'est pas Star Wars. Hein. Voilà. Excuse-moi la petite citation de cet épisode Oui, où pas de souci. Leia est dans l'espace et il arrive à sortir indemne quasiment, enfin n'importe Ouais. quoi. Voilà, puis bref. Là, on est dans le réaliste. Hein, on est Voilà. dans le réaliste. Exactement. On n'est pas dans Star Wars. Hein. On n'a pas la force, on n'a pas de magie, il n'y a pas de tout ça. Il y a des technologies, il y a des races qui sont très spirituelles,
où on a l'impression qu'il y a de la magie parce que. Mais tout est technologiquement, on va dire, explicable. Même les Vlest qui utilisent les âmes, ils disent qu'ils utilisent les âmes pour faire de l'énergie. En fait, ils absorbent toutes les particules électriques, électromagnétiques du corps pour le stocker et en faire de l'énergie. Putain, si tu sais faire ça pour de vrai, oui. Comment tu nous sauverais? Ben, je sais pas, je pense qu'il faut mieux éviter cette technologie-là parce qu'on tuerait des gens pour X raisons. Ça, c'est moins bien. Voilà. Hein, voilà. Bon, donc, du coup, on essaie de préserver la vie. On a un système de vigueur qui baisse. Plus on baisse, plus on est faible. Et plus on est inconscient, ben, techniquement, on meurt au fur et à mesure. Surtout s'il y a des hémorragies, des choses comme ça. Ça, on est mis en compte. Ok. Alors on parlait de progression, donc progression des personnages, mais on peut parler aussi de progression des scénarios, de la campagne. Comment le choix des joueurs impacte le récit et la campagne, voire l'univers tout entier? Alors, il faut savoir que moi, personnellement, je n'ai pas mené une seule campagne pour l'instant. Je n'ai fait que jouer. Oui, c'est. Alors, non, pas de ou qui tiennent. Je ne suis pas un joueur de jeu de rôle à la base. Et ça, bon. oui, ça fait bizarre de l'entendre. Donc on s'arrête là. Ouais, on s'arrête là, voilà. Et oui, je ne suis pas un joueur de jeu de rôle à la base, c'est Axel. On peut dire que c'est Axel qui a vraiment chapeauté le projet JDR depuis le début. Maintenant, j'ai envie de. Je me suis intéressé depuis un an déjà. Je me suis intéressé en disant à me dire ok, je crée l'univers, je crée le scénario, j'ai créé les mécaniques un peu quand même avec Axel, mais c'était Axel qui faisait jouer. Ok. Et maintenant, c'est moi aussi qui fais jouer. Et j'ai vu, moi, la partie que j'ai fait, c'était avec toi la semaine dernière. C'est ça. Et plus je fais jouer, plus je me rends compte que, un, je kiffe. Deux, je m'intéresse aux autres jeux de rôle. J'ai même acheté Insectopia aussi à un créateur du coin. Hein. Donc je m'intéresse. Pas obligé de nommer les concurrents, mais tu peux citer. Je les cite, moi on n'est pas sur TF1 et compagnie, on s'en fout. Et puis de toute façon j'ai cité suffisamment de noms, ainsi peu pour finalement être dans les normes de la législation. Okay. Axel, pour l'instant, je pense qu'il n'a pas assez pris en compte le parti des joueurs pour mener, parce qu'on a voulu faire des tests. Hein. C'est aussi simple que ça, on est quand même sur des phases de test. Notre jeu il est en bêta, hein. Il n'est pas en alpha non plus. Mais on a moins influencé le scénario par rapport aux joueurs. Par contre, maintenant, par exemple, hier j'ai fait une réunion avec des joueurs, et quand on va prévoir la campagne, je vais beaucoup m'adapter aux joueurs au point où même le point de départ de la campagne sera dicté par le choix des joueurs. Vous voulez être dans l'ordre des étoiles, on part dans l'ordre des étoiles. Vous voulez être dans l'Union des corporations planétaires, on sera dans la faction de l'Union des corporations planétaires. Ou alors dans le centre Viseu. Donc ce sera les joueurs, et puis après, je vais beaucoup chapitrer les étapes de ma campagne, et je vais me laisser porter par le choix des joueurs, en essayant bien évidemment d'amener, alors pour les guider et les limiter, par contre on a des jets difficiles. Donc je pense que c'est la seule mécanique qu'on a en tant que MJ pour dire les revenir dans le bon fil. Ça c'est bien que tu en parles, justement, j'étais en train de me demander comment font les MJ pour s'approprier le jeu, parce qu'un MJ ne va pas se dire bah moi j'attaque je sais pas où, il va avoir besoin d'un minimum de directives, il n'est pas dans ta tête, pas encore. Oui. Du coup le MJ s'il lance une campagne par exemple et qu'il me connaît pas, donc il lit que les livres et tout ça, il sera influencé essentiellement sur l'univers global de Visum. Donc soit il se laissera porter par mes propres directives parce qu'il va faire un scénario découverte pour voir un peu comment ça marche, et après quand il va lancer sa campagne, soit il part du scénario découverte pour mener un peu la danse, soit il va peut-être se greffer sur mes notes personnelles. Parce que en fait le jeu de rôle, quand on va le vendre, on a déjà une fin où on a mis les 2 scénarios découvertes, et à la fin j'ai mis un passage où je parle de la campagne de la Grande Guerre Galactique. Comme ça, si tu mènes une campagne à l'an 0, c'est-à-dire le temps narratif que j'ai voulu mettre dans Vision, tu as plein de petites indications pour t'aider à mener ta campagne. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu dirais finalement aux MJ, si tu les avais directement en face de toi, pour, pour justement les convaincre de s'approprier Visum? Ce qu'il faut savoir, c'est que je comprends de plus en plus comment fonctionne le jeu de rôle. Donc, j'ai encore du mal à savoir ce que veulent vraiment les MJ. Et puis surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, ça sert à rien de parler au nom de tous les MJ parce qu'ils sont tous, chacun différent, on est d'accord. Mais tous méga différents. Même moi, je me suis dit au départ, ils aiment bien les combats, les gens, et en fait, ils aiment pas toujours les combats. Le MJ n'est qu'un humain, malgré tout, quoi. Donc, moi, je pense que pour leur donner envie de s'intéresser à Visum, il faut savoir qu'ils ont un énorme bac à sable avec beaucoup de choses préconstruites intéressantes, comme par exemple, on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure,
mais on a des cartes aussi dans le jeu de rôle. Puisque dans le jeu de rôle, on a les équipements qui sont C'est vrai. codifiés, designés avec des cartes. Et ces cartes-là, elles vont permettre aussi aux MJ comme aux joueurs de se repérer un petit peu comment ça va se passer. C'est vrai que c'était surprenant, d'ailleurs, ça c'est une mécanique un peu originale, je n'ai pas retrouvé ailleurs. Oui, alors il y en a d'autres qui l'ont fait. Pour le Que je coup, connais pas en tout cas. Ouais, ils sont pas très connus, et puis bon, voilà, ils ont réussi, ils ont fait leur petit chemin. Mais c'est parlons de cool. Visum. Mais Parlons en pas parlant de de Viso, voilà. Mais le MJ, il y aura ça, il aura aussi tout un univers qui est quand même très 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 humain malgré le fait qu'il n'y ait pas d'humain en fait finalement. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de climax assez importants pour se donner envie de rentrer dans un des parties de l'histoire, la grande histoire de Viso. Il y a tellement de trucs, que ce soit avant la Grande Guerre Galactique ou après. En ou fait, il pendant. peut rentrer un peu là où il veut finalement, c'est lui qui C'est choisit. ça. Tu as deux, trois propositions de base, des points Oui, d'entrée, mais c'est si ça. lui il veut dévier un petit peu, partir sur tel Ouais. événement ou tant de temps avant ou après, il peut. En tant que créateur, il y a plein de phases que j'ai envie de développer encore. Donc D'accord. j'imagine que si moi j'ai envie de développer plein de phases, il y a peut-être les MJ auront envie justement de prendre une de mes phases justement et peut-être, non c'est pas peut-être, c'est sûr, moi je veux qu'un jour un MJ il m'appelle, il m'envoie un message sur Étape Discord d'après. et il me disait, et qui me dit sur Discord, sur une des réseaux qu'on aura plus tard, hein, je sais pas encore comment ça évolue tellement vite, et ben, qui me dit, ben voilà j'ai eu cette idée là, c'était génial, j'ai argumenté que ça, comme ça, comme ça, comme ça, et j'ai structuré ça comme ça, comme ça, comme ça. Putain, moi ça me plaît. J'aimerais bien que, de la même façon que par exemple dans Counter-Strike, il y a des créateurs de maps qui ont mis les maps dans le truc, mais j'aimerais bien que des MJ aussi me proposent des scénarios. Pour l'instant, j'ai même mis à la fin juste des petits paragraphes qui disent voilà, il y a un moment que j'adore moi dans les Utaris et les Goyak, c'est se battre contre les Platdak. Les Platdak, c'est des créatures qui sont hackneyed, un peu comme Starship Trooper, que j'ai pas cité, que j'adore Starship Ça Trooper. fait longtemps qu'on n'a pas une citation. Voilà, et bah, du coup, bah, j'aimerais bien que ce scénario-là existe, mais peut-être c'est pas moi qui l'écrirai. Ce serait peut-être les MJ qui vont le D'accord, développer. donc les MJ pourraient coécrire avec toi. C'est ça, et ouais, j'aimerais faire beaucoup. Là, on est en train de travailler avec. de l'open source un peu quelque part. Il faudrait que, je pense que de toute façon, la richesse de Visum sera qu'au moment donné, mes idées seront limitées, forcément. Je suis humain, je suis arrivé à un moment où j'arriverai Oui, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. aussi, voilà. Et je pense que aussi, il faut que l'univers évolue avec les joueurs. Et ça sera la grande richesse. Là, actuellement, on va travailler sur un nouveau kit d'initiation qui sera basé sur le centre Visum. Puisque les gens n'aiment pas toujours les combats, ben on va faire un scénario un peu moins axé sur les combats. Ok. Et on va Donc, travailler si avec. tu es MJ, si tu as envie d'apporter tes idées, fais-le savoir. Où est-ce qu'on peut te contacter d'ailleurs? On peut nous contacter sur visum-galaxy.com. Il y a le système de contact, un formulaire sur le site. On a le Discord, on a le Facebook, on a le TikTok, on a Instagram. Voilà, on a tous ces réseaux-là. Vous pouvez me contacter sur Discord, c'est le mieux. Et le lien Discord est souvent sur le site. Vous le trouvez assez rapidement en bas dans le footer du site. Ok. Voilà. À ce niveau-là, je me demande en fait comment tu gères l'équilibre entre la narration et les mécanismes de jeu. Et la chance également. Oui, alors ben justement, moi, la chance, des fois, ça me frustre. Oui, moi aussi, Hein quand je fais un Hein lancer pourri avec mon dé et que c'est plusieurs Voilà. fois d'affilée ou toute une soirée, c'est chiant. Bah, c'est pour ça que là, on va faire un débat avec les joueurs pour parler de Visum en général et savoir comment on va améliorer encore les mécaniques. Moi, j'ai envie de m'améliorer cette mécanique-là parce que j'en ai marre de voir. Des fois, il y a un joueur, il fait une super action et puis paf, les dés, ils veulent pas. Hmm. Et bah, ça m'embête. Voilà. Alors, t'as pas dit justement aux gens, tu utilises quoi comme dé, c'est quoi la mécanique, il faut faire au-dessus, il faut faire en dessous, il faut faire comment? alors, on a le dé de 100 et il faut faire en dessous. Voilà, Ouais. tout simplement. Voilà, tout simplement, c'est le jeu le plus. Réussite critique, succès critique, Il échec y a- critique. il y a tout ça. Tout ce qui est les équipements, c'est écrit sur les cartes. Mhm. Il y a écrit précision critique à chaque fois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a les talents quand même qui aident beaucoup sur la Ouais. précision des dés. Parce que des talents, donc tu peux être par exemple, je sais pas, mécanicien, tu peux relancer un jet sur ton jet de mécanique. Mhm. Bon, ça c'est très intéressant, ça permet d'avoir non pas un petit bonus sur le jet, mais bah, tu foires ton jet, tu le relances. Donc il y a des talents qui sont basés sur ça parce que ça aide à casser ce côté facteur chance qui des fois C'est très un peu frustrant. frustrant. Après ça donne des situations très rigolotes Parfois, et ouais. notamment moi j'adore sur l'initiation. Il y a un passage où il y a un combat, bon je ne vais pas le citer parce que comme ça je ne gâche pas la surprise, Mhm. mais ben, le joueur il rate son dé sur mais il fait un échec critique. Donc il va attaquer, il fait un échec critique.
Ben moi j'aime bien faire par exemple ben, le personnage adverse il prend l'arme du joueur carrément et paf il s'en prend une quoi. Et je trouve ça rigolo. Et pour le coup je pensais que j'étais pas assez réactif en tant que MJ, c'est pour ça que j'ai eu peur de m'intéresser à maîtriser le jeu de rôle. Mais en fait je suis très très comment dire Sadique. ouais non j'ai beaucoup d'imagination en fait pour créer des situations qui sont réalistes et drôles à la fois quand on se met hors du contexte. Ok. Tiens, d'ailleurs, ça m'amène à la dernière question de cette partie-là. Est-ce que tu es plutôt one-shot ou campagne? Ben, les one-shots, j'adore parce qu'au moins, au niveau organisation, c'est sympa, on se retrouve, c'est-à-dire on joue et voilà. Mais Bizum, c'est pas fait pour du one-shot. D'accord. Ah, c'est aussi simple que ça. Bizum, c'est une histoire. Les personnages. Alors, quand j'écris mes pré-tirés, tout ça, j'aime bien partir du départ avec la jeunesse, comment il a évolué quand il était jeune, Ouais. comment il a évolué pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui, et puis comment il en est arrivé là au scénario. Donc, c'est simple. Pour moi, les structures, elles sont toujours comme ça. C'est la jeunesse, donc forcément les blessures qui ont amené à Oui. choisir un Qui on est chevalier maintenant? et qui ont amené à pourquoi il se retrouve par exemple dans l'équipage du scénario de là. Voilà. Et en Et- parlant de scénario, tu les écris à quel rythme tes scénarios, tes campagnes? Alors au départ c'était. Et puis au moment j'ai dit stop, on arrête. Vraiment, j'ai dit on arrête d'écrire. Complètement. Ouais, on arrête d'écrire des nouveaux scénarios. Je préfère avoir des scénarios découverts bien écrits et des personnages bien conçus que de partir avec 50 000 trucs. Et de toute façon, on a prévu déjà des extensions. Donc on est déjà sur Ok, l'avenir. c'est bien. Chaque race aura son livre d'histoire. Et chaque livre d'histoire aura son nouveau scénario jeu de rôle. Ok. Et donc ils sont déjà écrits, mais il faut les retravailler probablement, il faut les remettre au goût du jour. Mais c'est pour ça que je veux les laisser pour plus tard, comme ça on se concentre sur les bases, on sort les projets, on y va à fond, on impose une licence Viso, et après il y aura plein d'autres scénarios qui arriveront. Et tout ça, tous ces scénarios, ces campagnes, ce sera uniquement des livres papier ou est-ce que tu prévois aussi du dématérialisé? Alors oui, parce qu'on est malheureusement dans un monde où il faut penser autant à ça qu'au papier. Maintenant, même si je suis très porté sur l'écologie, pour moi, il n'y a rien de mieux que le livre. Pour moi, le jour où j'aurai ce livre-là, le jeu de rôle, quand il sera imprimé, il sera là, le monde entier saura que je suis heureux. Ouais, c'est ton bébé. Ouais, c'est mon bébé, j'aurai le truc entre les mains et ça sera ma plus grande fierté. Ok. Dernière partie, là on est plutôt sur la communauté et après il y aura le mot de la fin. Comment tu comptes développer et impliquer la communauté autour du jeu? Parce que comme tu l'as dit, un jeu c'est pas juste toi ou un maître de jeu, c'est aussi Oui. une communauté derrière. Alors j'ai trouvé plusieurs façons de le faire. Alors je n'aime pas trop dévoiler, on va dire, mes méthodes parce que ça fait toujours un peu le marketeur, ça fait un peu le gars. T'es pas en train de te vendre, c'est moi qui te Ouais. pose une question, donc tu peux me répondre. Je vais te répondre, hein. Voilà. Mais je dis juste que moi je suis pas dans je suis dans l'implication émotionnelle. Voilà. Mhm. Pour moi, je veux que, de la même façon que moi je suis impliqué émotionnellement dans mon projet, j'aime voir des joueurs qui sont impliqués émotionnellement parce qu'ils aiment l'univers, parce qu'ils se disent ah ouais, c'est bien, ah ouais. Et en fait, je leur laisse la chance et l'opportunité de s'exprimer, qu'ils s'expriment à travers l'aspect mécanique, mais aussi de l'univers en lui-même. C'est-à-dire que s'il y en a un qui me dit ah ouais, ça serait bien si un jour les Blest ils fassent ça, ça serait bien qu'un jour Rugus il fasse ça, ça serait bien qu'un jour Lornax il écrive ça, eh ben je les écris. Ces trucs-là, j'écris Ok. tout. En fait, la plupart des gens, et je vais te dire même plus loin, la plupart de mes amis sont dans l'histoire. Là récemment, il y a un ami, il est toujours en contretemps. Je l'appelle le contretemps maintenant. Alors du coup, j'ai dit ben, comment je pourrais le traduire en nérovien. Mm. Eh ben Tenen. Tenen, ce serait son pseudonyme. Parce que les Ok. néroviens se donnent un pseudonyme à un moment donné. Ouais. Il serait Tenen, le contretemps. Putain. Eh Ça, ben, c'est du du coup, surnom ça. C'est voilà, et du coup chaque ami est dans mon histoire, et là chaque scénario, en fait tout à l'heure on parlait d'un scénario où on arrête d'écrire, mais il y en a plein que j'ai envie d'écrire parce que j'ai envie d'impliquer de nouveaux amis. Oui. Alors, Le ce sont conflit qu'il n'y avait pas que des amis d'ailleurs, il y avait aussi des ex. Il y avait des ex aussi, mais ça. On en parle voilà. pas. Alors on peut quand même citer, j'espère qu'elles le regarderont parce que même s'il y a eu beaucoup de souffrances et tout ça, des séparations et des trucs comme ça n'empêche qu'il y a eu des personnes que j'ai beaucoup aimées et qui, notamment Camille, je peux la citer, on ne dira pas son nom de famille, comme ça on ne sera pas, mais Camille a été tellement à fond dans le projet qu'elle fait partie des personnes qui m'ont apporté le plus dans le scénario aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai écrit l'histoire des Ivaltiens, notamment, les fameuses tribus qui s'affrontent de temps en temps, eh bien,
Camilla, c'était une rock, une chef de tribu, qui a réuni toutes les autres tribus autour d'elle. Donc l'amour, l'union, etc. Et ben elle fait partie de ces personnes qui m'ont inspiré tellement de bonnes choses que cette bonne chose, je l'ai intégrée dans Bisou. D'accord. Voilà, et ça, j'ai envie que. Je veux que les gens sachent que s'ils m'impactent beaucoup dans ma vie, ils vont se retrouver tôt ou tard dans Bisou. Ok. Donc faites gaffe. Ah, voilà, en bien ou en mal. Donc faites d'autant plus gaffe. Comment tu rends le jeu accessible aux débutants? Parce que tu as un univers qui est très dense, très riche, Oui. donc un débutant il peut être intimidé. C'est ça. Alors, le truc, c'est que moi, ça me frustre à chaque fois que quelqu'un ne connaisse pas véritablement l'univers. Dans le sens où je sais que si les gens avaient lu deux, trois petits trucs, ben, ça apporterait énormément sur les interactions parce qu'ils diraient: ah ouais, moi je suis de la Légion Ordaris, donc en tant que fidèle de Légion, eh bien il se passe ça, 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 il y a le culte des étoiles, donc je sais un peu comment ça se passe, donc je suis quelqu'un qui est quand même très spirituel. Je peux amener à un moment donné, au lieu d'aller chercher le combat, je vais chercher plutôt la médiation. Je veux méditer aussi. Voilà, toutes ces petites choses-là, c'est sûr que les débutants ne l'auront pas s'ils ne prennent pas le temps de lire. Après, je me rassure sur un point: les joueurs de jeux de rôle lisent. C'est vrai. Donc, C'est vrai qu'en Inch'Allah. général, on aime bien savoir beaucoup de choses avant pour s'imprégner dans son personnage. Il y en a qui vont loin dans le truc. Hein, Tout à fait. Je disais Inch'Allah, j'aime bien dire ce mot, Inch'Allah. Tant qu'il y aura des joueurs de jeux de rôle, on continuera à écrire des choses. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que pour les intéressés et les débutants, c'est compliqué. Donc, j'ai trouvé une méthode, c'est de créer une sorte de préambule à chaque fois dans les scénarios. C'est-à-dire que les gens ne sont pas obligés d'aller lire. S'ils lisent, c'est tant mieux parce qu'ils ont des éléments en plus. Mais je fais toujours un préambule, un contexte géopolitique pour qu'ils soient capables de comprendre ce qui va se passer dans le Mais scénario. ça, on le trouve où? C'est toi qui le dis à l'oral? Enfin, le MJ du coup? Le MJ le dit à l'oral et tous les éléments sont sur le site aussi de visum-galaxy.com. Au bout d'un moment, je pense qu'on sera obligé de créer un sous-domaine du site, donc jdr.visum-galaxy.com, Ouais. pour que cette partie-là, il y aura encore plus d'anecdotes et tout ça. Et ça, j'adore faire ça. Ouais, ça pourrait être bien, ça Il y donner a- vraiment du background, du contexte. Ça, je le fais déjà sur le site. Je le fais mollo parce que la priorité reste encore la sortie du jeu de rôle officiel avec les illustrations et tout ça. Mais moi, sur le long terme, je voudrais, et on revient sur la question tout à l'heure, que les joueurs, quand ils ont des anecdotes et tout ça, surtout dans les campagnes qu'on a écrites il n'y a pas longtemps, il y a des personnages qui sont créés par les joueurs qui seront probablement officiellement intégrés dans la licence. Ok. Parce qu'il y a un background qui est tellement riche, tellement puissant et tellement intéressant, parce que je vais créer le background avec les joueurs, eh bien, ouais, les débutants, en fait, tant qu'ils, pour l'instant, moi, en tant que MJ, tant qu'ils m'écoutent et tout ça, on peut créer des trucs de fou. Après, pour la suite, quand le MJ qui ne me connaîtra pas, quand ils auront le livre, ben, forcément, il faudra qu'il se débrouille tout seul. Je pense que la meilleure chose qu'il aura à faire, le MJ, vous venez sur les Discord, on en parle. Et je pense que même si demain Bizum devienne une grande licence et que je serai peut-être amené à gérer beaucoup de choses, pour moi, c'est simple. Je ne veux pas refaire la même erreur que les Palomino Studio. Palomino Studio, j'étais chef d'entreprise et créateur. Là, si demain l'essence Visum décolle, je veux que toujours il y ait cette part de création qui est plus importante que la gestion de l'entreprise ou de l'entité de la Toi, licence. tu es plutôt un créatif, un artiste. Oui, et c'est pour ça que c'est là où ma richesse de mon expérience me demande de m'entourer de quelqu'un qui sera plutôt un administratif, quelqu'un qui sera plutôt un financier. De toute façon, on ne peut pas être bon dans tout. Aussi. Toi, C'est comme un jeu de rôle. Et voilà. On est dans un jeu de rôle, ben, Et tu voilà. peux pas avoir du mental à Tu 70 peux pas avoir en toutes tes même temps, compétences à fond. Voilà, clair. c'est ça. Et il faut jouer pour ça. hein. Ok. Finalement, si tu étais Dieu, bah oui, t'as qu'à faire. Si tu étais Dieu, tu changerais quoi dans l'humanité? En fait, je changerais rien en fait dans l'humanité. C'est ça. Je pense C'est que terrible, c'est-à-dire tu Ouais. questionnes tout ce qu'il y a. non, parce que je pense que l'humanité a tous les armes pour être une super belle espèce, extraordinaire. C'est juste Mais que est-ce que tu trouves qu'on a réussi actuellement? non, on n'a pas Voilà. réussi parce que c'est pour ça que je le théorise dans Visum. Dans Visum, les Néroviens sont une espèce sage, mais très très sage, mais superbe en fait. Pendant des générations, il n'y a même rien, même dans le livre de l'histoire, il y a un passage d'un Nérovien où j'ai rien à expliquer parce que ça se passe tellement bien qu'il n'y a rien à expliquer. C'est qu'au moment où ils se font envahir par les Blest, que là, ben, en fait, il y a un grand traumatisme qui fait que ce traumatisme a détruit l'amour en fait qu'ils avaient, le culte des étoiles qui était censé être dans l'union, dans le partage, etc., a totalement dévié parce que cette fracture qu'il y a eu, cette fracture émotionnelle et physique, hein, parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des génocides, hein, finalement, c'est un Oui, génocide. guerre.
c'est plus qu'une guerre, c'est une récolte. Hein. C'est même pas une guerre. Hein. Les Vlas sont arrivés, ils récoltent. Ils viennent pour récupérer des races pour en faire simplement de l'énergie. Hein. Voilà. Donc les Néroviens ont finalement eu ce traumatisme et ce traumatisme ils l'ont transformé en quoi? Eh bien, sont devenus aussi pires que les Blest. Parce qu'eux aussi sont allés après derrière attaquer des nouveaux mondes, sont retournés dans l'idée de si vous n'êtes pas comme nous, si vous n'êtes pas dans l'esprit du culte des étoiles, vous ne méritez pas d'être libre. Voilà. Donc je pense que l'humain c'est pareil. Je pense que l'humain, à un moment donné dans son histoire, en fait il a eu un traumatisme, il s'est passé un truc. Tu sais, ils étaient là en train de faire casser des cailloux, j'étais bien là et tout. Puis de moment, il y en a un qui lui a, je sais pas, il a cassé la tête à l'autre. Il a cassé son caillou. Il a cassé son caillou et c'est parti comme ça. Je pense que dans l'ordre des choses, alors je cite Jésus, bon, je ne suis pas chrétien, hein, mais j'aime bien quand même la philosophie de Jésus. Pour te dire, même je ne dis pas la philosophie chrétienne parce que j'aime bien ce que dit Jésus, mais j'aime pas ce qu'en est fait l'Église. Oui, t'aimes pas ce que. Ouais. Voilà, le fanatisme tout ça. D'ailleurs, ça fait partie aussi des sujets avec le culte des étoiles, puisque c'est joli, mais il y a un fanatisme derrière. Voilà. Moi, je pense que toutes les bonnes choses, elle est fluide. Et je pense que l'humain, il est fluide à la base. Il est amour quand on regarde les choses, dès qu'il n'y a pas de problème, dès que tout le monde il a tout ce qu'il faut. Quand tu regardes des gamins, oui, souvent, ils sont amour. Ils sont amour, ils sont pas encore dans le reste. Exactement. Ça vient, mais après. Et ça vient après. Donc je pense que si j'étais Dieu, la seule chose que je changerais dans l'humain, c'est que je ferais un petit coup de balayette comme ça, en mode rappelle-toi juste pour qu'on le rappelle la fragilité qui fait aussi la force de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que la religion à la base, elle avait fait ça. Je pense que c'est pas mauvais au départ. Au début, c'était juste pour rappeler la fragilité de l'humain, juste pour se rappeler que s'il est fragile, du coup, il vivra sa vie tous les jours comme si c'était son dernier, et donc du coup, il sera toujours forcément dans quelque chose de positif quelque part. Okay. Et bien en fait, malheureusement, aujourd'hui, comme on se croit au-dessus de tout, au-dessus de la nature, au-dessus des lois de l'univers, etc., en fait, on ne vit plus en harmonie avec notre propre nature profonde. La preuve étant que la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est travailler. Travailler, c'est pas. Non, mais travailler, c'est vient de tripalium, et tripalium, c'est la torture. C'est une véritable torture. D'ailleurs, on ne voit qu'une chose, ne serait-ce qu'en France, c'est que les gens ne sont pas heureux dans le travail. Il faut travailler pour vivre et pas vivre pour travailler. Et je pense que si on foutait un peu la paix aux gens iraient travailler de bon sens, dans le sens où ils auraient envie de s'intégrer dans la société, parce qu'on est des créatures sociales de toute façon. On aurait envie d'aller vers les autres pour les aider, pour créer aussi. Et moi je pense que dans Avec Vision, moi j'apporte finalement une sorte de pansement dans ce monde-là. Le monde du rêve, il l'aide aussi, parce que les gens sont tout le temps avec... supporter. Voilà, ils sont là. Et du coup, avec ce rêve-là, ils peuvent s'évader à un moment donné. Mais je ne veux pas qu'ils s'évadent simplement pour oublier. Je veux qu'ils s'évadent pour qu'ils voient ce qu'il y a de bon pour le rapporter dans leur matière, pour qu'ils l'ancrent chez eux. Ok. Sur ces bonnes paroles, c'est quand le lancement officiel de Vizoom? Alors, le lancement officiel de Vizoom, on l'a prévu en octobre 2025. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Il faut y aller. Voilà. Il faut y aller parce que les illustrations sont en train de se faire. Il faut les terminer. On va intégrer une graphiste probablement, c'est pas officiel, c'est en train de se concrétiser, mais je pense qu'une graphiste sera bon pour mettre la mise en page du livre. Et on lancerait officiellement donc, le kit initiation, mais pas le livre officiel. Hein. C'est-à-dire que le kit initiation serait le premier projet pour lancer le crowdfunding derrière. Donc en octobre 2025, on lance le crowdfunding, on lance le kit initiation et on fait financer le vrai livre de jeu de rôle avec le livre d'histoire qui va compléter l'histoire pour pouvoir jouer correctement à Vizoom. Donc, crowdfunding, participation collaborative. Ouais, c'est ça. Toi qui aimes bien nous donner des marques, est-ce que tu sais déjà sur quel site tu vas aller? Savoir où est-ce qu'on peut chercher finalement. Je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on réfléchisse encore parce que Ulule, Kickstarter et des trucs comme ça, ce sont des plateformes très génériques, alors qu'apparemment maintenant il y a des plateformes qui sont plus centrées sur le jeu de rôle et le jeu de société. Donc ce serait bien de s'y intéresser de façon plus approfondie pour réfléchir vraiment si on se lance sur ça. Pour l'instant on est sur Tipeee. Il faut vraiment nous aider sur ça aussi. 1 euro par mois. 1 euro par mois c'est rien. Mais 1 euro par mois ça nous permet de financer les illustrations. Donc on préfinance finalement le crowdfunding. Pour après, le crowdfunding permettrait de faire plus que financer. Ce serait vraiment monter une bonne équipe là. Enfin, on aura sans doute une équipe prête à travailler, mais il faudra leur dire, voilà, on n'a pas les finances encore. Mais quand l'équipe est prête et qu'on lance les financements participatifs, eh bien,
on pourra s'attaquer vraiment au gros qui est le gros livre. Et moi, ce livre-là, plus on aura d'argent, plus on pourra le faire joli. Hein, parce que l'idée, c'est les illustrations. Si on les fait en noir et blanc, bon, c'est cool. Mais si on les fait en couleur, ça sera encore mieux. Quand même. Hein, voilà. Eh oui. Non, mais c'est pour ça qu'on va mettre des paliers. On va faire comprendre aussi aux joueurs et à la communauté que plus ils s'intégreront dans le projet, plus ils s'impliqueront et participeront, et plus le projet sera beau. Voilà. Et donc, ça sera à la hauteur de notre communauté. Ok, donc pour résumer, en fait, tu as dit c'est Tipeee dans un premier temps, 1 € par mois pour ceux qui peuvent, Oui. et par la suite, donc participation collaborative. Voilà, donc 1 € par mois, le Tipeee, c'est super parce que aussi il faut savoir, il y a un petit truc de nous, c'est notre petit challenge aussi, c'est que là pour l'instant on paye les illustrateurs, on va pas dire une misère, mais c'est le strict minimum qu'on peut payer. Voilà. Si on arrive à 100 € par mois sur Tipeee, on va les payer 20% de plus. On arrive à 200, on va les payer 25% de plus, etc. etc. Donc l'idée c'est que plus on va avoir parce qu'il n'y a pas que ça à payer, bien évidemment. Et en plus, donc plus on va payer les illustrateurs bien, plus on va faire aussi des heureux et on va leur permettre de vivre, de fonder une famille correctement aussi, parce que souvent ils sont jeunes, ou alors ils ont déjà une famille, ils aimeraient bien faire rentrer des sous. Quoi. Parce que la passion c'est bien, mais c'est bien aussi. Pour l'instant, on est. Il faut pouvoir en vivre. Je parle du monde du travail, bon, je le connais que trop bien, hein, le monde du travail, il faut malgré tout quand même rentrer dans ces règles. Il y a quand même des règles du jeu de la société aujourd'hui, même si elles ne sont pas toujours très agréables et pas toujours justes. Et bien pour l'instant, elles sont ce qu'elles sont et il faut s'adapter à la chose. Je pense que d'ailleurs, c'est une méditation que j'ai fait il n'y a pas longtemps, il disait que l'intelligence, parce qu'il parlait d'un sage qui a montré à un apprenti que finalement son intelligence c'est de savoir, comme la rivière, qui s'écoule, encore cette fameuse rivière, et bien, quand elle s'écoule, elle s'adapte. Elle s'adapte aux situations. Des fois, il faut tomber, des fois, il faut faire un chemin. Elle remplit les creux. Et aujourd'hui, notre challenge, comme je l'ai dit tout à l'heure, le défi, c'est de s'adapter à cette société aujourd'hui pour rentrer avec Vizoom. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on veut bien payer nos illustrateurs aussi. C'est pour ça que si on aide sur le Tipeee, 1 € par mois minimum, 2 €, 3 €, 10 €, il y en a qui va 10 € par mois, donc c'est top. Et bien, plus on aura, plus on pourra payer nos illustrateurs, plus on pourra les payer, plus on aura l'illustration, et plus on sera prêt pour le crowdfunding, pour proposer déjà un package prêt, quasiment prêt, pour que derrière, on puisse encore l'améliorer, pour que ces finances permettent de finir, en fait, finalement, le gros du livre, qui sera le livre d'histoire et le livre des règles du jeu de rôle, le vrai, pas le kit d'initiation. Ok, très bien. Au final, quel message tu souhaites transmettre à travers ce jeu ? C'est simple, moi c'est le monde du rêve. Moi, il faut que tout le monde continue à rêver. Chaque fois que je fais des interviews, je dis toujours la même chose, parce que je me suis arrivé à ce degré que quel est le sens de la vie que j'ai eu jusqu'à présent, c'était de rêver, de vouloir rêver, de continuer à faire rêver. Et finalement, quelle est la plus grande richesse? C'est d'avoir le temps de rêver aussi. Donc voilà, je voudrais juste que les gens se rappellent que le rêve, c'est primordial pour le bien-être de notre corps et de notre esprit, parce qu'on n'est pas simplement un corps, on est aussi toute une entité mentale. Et Vizoom participera, j'espère, à faire rêver les gens, parce qu'il y a des beaux messages. Au-delà de la guerre, il y aura toujours des beaux messages qui arriveront. Et j'espère aussi influencer l'agriculture aussi, pour que d'autres personnes auraient envie aussi de citer un jour Vizoom en disant Vizoom, moi ça m'a donné envie d'écrire un jeu de cartes, ça m'a donné envie de faire un jeu vidéo, ça m'a donné envie de faire une histoire. Voilà, donner envie. Voilà, donner envie, transmettre, et que cette passion fasse des petits. C'est un très beau mot de la fin. Bravo et merci. Merci à toi. Merci.